L'utopie de Thomas More, 1516. Deuxième partie. Dit par Émile Berlern en mai 2022. Discours de Raphaël Eislaudet sur la meilleure constitution d'une république par Thomas Morus, vicomte et citoyen de Londres. Livre second. L'île d'Utopie a 200 000 pas dans sa plus grande largeur, située à la partie moyenne. Cette largeur se rétrécit graduellement et symétriquement du centre aux deux extrémités, en sorte que l'île entière s'arrondit en un demi-cercle de 500 000 de tour, et présente la forme d'un croissant, dont les cornes sont éloignées de 11 000 pas environ. La mer comble cet immense bassin. Les terres adjacentes, qui se développent en amphithéâtre, y brisent la fureur des vents, y maintiennent le flot calme et paisible, et donnent à cette grande masse d'eau l'apparence d'un lac tranquille. Cette partie concave de l'île est comme un seul et vaste port, accessible aux navires sur tous les points. L'entrée du golfe est dangereuse, à cause des bancs de sable d'un côté et des écueils de l'autre. Au milieu s'élève un rocher visible de très loin, et qui pour cela n'offre aucun danger. Les utopiens y ont bâti un fort, défendu par une bonne garnison. D'autres rochers, cachés sous l'eau, tendent des pièges inévitables aux navigateurs. Les habitants seuls connaissent les passages navigables, et c'est avec raison qu'on ne peut pénétrer dans ce détroit, sans avoir un pilote utopien à son bord. Encore cette précaution serait-elle insuffisante, si des phares échelonnés sur la côte n'indiquaient la route à suivre. La simple transposition de ces phares suffirait pour détruire la flotte la plus nombreuse, en lui donnant une fausse direction. À la partie opposée de l'île, on trouve des ports fréquents, et l'art et la nature ont tellement fortifié les côtes qu'une poignée d'hommes pourrait empêcher le débarquement d'une grande armée. S'il faut en croire des traditions, pleinement confirmées, du reste, par la configuration du pays, cette terre ne fut pas toujours une île. Elle s'appelait autrefois Abraxa, et tenait au continent. Utopus s'en empara et lui donna son nom. Ce conquérant eut assez de génie pour humaniser une population grossière et sauvage, et pour en former un peuple qui surpasse aujourd'hui tous les autres en civilisation. Dès que la victoire l'eut rendu maître de ce pays, il fit couper un isthme de 15 000 pas qui le joignait au continent, et la terre d'Abraxa devint ainsi l'île d'Utopie. Utopus employa à l'achèvement de cette œuvre gigantesque les soldats de son armée, aussi bien que les indigènes, afin que ceux-ci ne regardassent pas le travail imposé par le vainqueur comme une humiliation et un outrage. Des milliers de bras furent donc mis en mouvement, et le succès couronna bientôt l'entreprise. Les peuples voisins furent frappés d'étonnement et de terreur, eux qui au commencement avaient traité cet ouvrage de vanité et de folie. L'île d'Utopie contient 54 villes spacieuses et magnifiques. Le langage, les mœurs, les institutions, les lois y sont parfaitement identiques. Les 54 villes sont bâties sur le même plan et possèdent les mêmes établissements, les mêmes édifices publics, modifiés suivant les exigences des localités. La plus courte distance entre ces villes est de 24 milles. La plus longue est une journée de marche à pied. Tous les ans, 3 vieillards expérimentés et capables sont nommés députés par chaque ville et se rassemblent à Amoroth afin d'y traiter les affaires du pays. Amoroth est la capitale de l'île. Sa position centrale en fait le point de réunion, le plus convenable pour tous les députés. Un minimum de 20 000 pas de terrain est assigné à chaque ville pour la consommation et la culture. En général, l'étendue du territoire est proportionnelle à l'éloignement des villes. Ces heureuses cités ne cherchent pas à reculer les limites fixées par la loi. Les habitants se regardent comme les fermiers, plutôt que comme les propriétaires du sol. Il y a au milieu des champs des maisons commodément construites, garnies de toute espèce d'instruments d'agriculture, et qui servent d'habitation aux armées de travailleurs, que la ville envoie périodiquement à la campagne. La famille agricole se compose au moins de 40 individus, hommes et femmes, et de 2 esclaves. Elle est sous la direction d'un père et d'une mère de famille, gens graves et prudents. 30 familles sont dirigées par un philarque. Chaque année, 20 cultivateurs de chaque famille retournent à la ville,
ce sont ceux qui ont fini leurs 2 ans de service agricole. Ils sont remplacés par 20 individus qui n'ont pas encore servi. Les nouveaux venus reçoivent l'instruction de ceux qui ont déjà travaillé 1 an à la campagne, et l'année suivante, ils deviennent instructeurs à leur tour. Ainsi, les cultivateurs ne sont jamais tout à la fois ignorants et novices, et la subsistance publique n'a rien à craindre de l'impéritie des citoyens chargés de l'entretenir. Ce renouvellement annuel a encore un autre but, c'est de ne pas user trop longtemps la vie des citoyens dans des travaux matériels et pénibles. Cependant, quelques-uns prennent naturellement goût à l'agriculture et obtiennent l'autorisation de passer plusieurs années à la campagne. Les agriculteurs cultivent la terre, élèvent les bestiaux, amassent des bois et transportent les approvisionnements à la ville voisine, par eau ou par terre. Ils ont un procédé extrêmement ingénieux pour se procurer une grande quantité de poulets. Ils ne livrent pas aux poules le soin de couver leurs œufs, mais ils les font éclore au moyen d'une chaleur artificielle convenablement tempérée. Et quand le poulet a percé sa coque, c'est l'homme qui lui sert de mère, le conduit et sait le reconnaître. Ils élèvent peu de chevaux, et encore ce sont des chevaux ardents, destinés à la course, et qui n'ont d'autre usage que d'exercer la jeunesse à l'équitation. Les bœufs sont employés exclusivement à la culture et au transport. Le bœuf, disent les utopiens, n'a pas la vivacité du cheval, mais il le surpasse en patience et en force. Il est sujet à moins de maladies, il coûte moins à nourrir. Et quand il ne vaut plus rien au travail, il sert encore pour la table. Les utopiens convertissent en pain les céréales. Ils boivent le sucre du raisin, de la pomme, de la poire. Ils boivent aussi l'eau pure ou bouillie avec le miel, et la réglisse qu'ils ont en abondance. La quantité de vivres nécessaire à la consommation de chaque ville et de son territoire est déterminée de la manière la plus précise. Néanmoins, les habitants ne laissent pas de semer du grain et d'élever du bétail, beaucoup au-delà de cette consommation. L'excédent est mis en réserve pour les pays voisins. Quant aux meubles, ustensiles de ménage et autres objets qu'on ne peut se procurer à la campagne, les agriculteurs vont les chercher à la ville. Ils s'adressent aux magistrats urbains, qui les leur font délivrer sans échange ni retard. Tous les mois, ils se réunissent pour célébrer une fête. Lorsque vient le temps de la moisson, les filarques des familles agricoles font savoir aux magistrats des villes combien de bras auxiliaires il faut leur envoyer. Des nuées de moissonneurs arrivent au moment convenu, et si le ciel est serein, la récolte est enlevée presque en un seul jour. Des villes d'utopie, et particulièrement de la ville d'Amorote. Qui connaît une ville, les connaît toutes, car toutes sont exactement semblables, autant que la nature du lieu le permet. Je pourrais donc vous décrire indifféremment la première venue, mais je choisirai de préférence la ville d'Amorote, parce qu'elle est le siège du gouvernement et du Sénat, ce qui lui donne la prééminence sur toutes les autres. En outre, c'est la ville que je connais le mieux, puisque je l'ai habitée 5 années entières. Amorote se déroule en pente douce sur le versant d'une colline. Sa forme est presque un carré. Sa largeur commence un peu au-dessous du sommet de la colline, se prolonge de 1000 pas environ sur les bords du fleuve Anhydre, et augmente à mesure que l'on côtoie ce fleuve. La source de l'Anhydre est peu abondante. Elle est située à 80 milles au-dessus d'Amorote. Ce faible courant se grossit, dans sa marche, de la rencontre de plusieurs rivières, parmi lesquelles on en distingue 2 de moyenne grandeur. Arrivé devant Amorote, l'Anhydre a 500 pas de large. À partir de là, il va toujours en s'élargissant et se jette à la mer, après avoir parcouru une longueur de 60 milles. Dans tout l'espace compris entre la ville et la mer, et quelques milles au-dessus de la ville, le flux et le reflux, qui durent 6 heures par jour, modifient singulièrement le cours du fleuve. À la marée montante, l'océan remplit de ses îlots le lit de l'Anhydre, sur une longueur de 30 milles, et le refoule vers sa source. Alors, le flot salé communique son amertume au fleuve. Mais celui-ci se purifie peu à peu, apporte à la ville une eau douce et potable, et la ramène sans altération jusque près de son embouchure, quand la marée descend. Les 2 rives de l'Anhydre sont mises en rapport au moyen d'un pont de pierre, construit en arcade merveilleusement voûtée.
Ce pont se trouve à l'extrémité de la ville la plus éloignée de la mer, afin que les navires puissent aborder à tous les points de la rade. Une autre rivière, petite il est vrai, mais belle et tranquille, coule aussi dans l'enceinte d'Amorote. Cette rivière jaillit à peu de distance de la ville, sur la montagne où celle-ci est placée, et après l'avoir traversée par le milieu, elle vient marier ses eaux à celles de la Nidra. Les Amorotins en ont entouré la source de fortifications qui la joignent au faubourg. Ainsi, en cas de siège, l'ennemi ne pourrait ni empoisonner la rivière, ni en arrêter ou détourner le cours. Du point le plus élevé se ramifient en tous sens des tuyaux de briques qui conduisent l'eau dans les bas quartiers de la ville. Là où ce moyen est impraticable, de vastes citernes recueillent les eaux pluviales pour les divers usages des habitants. Une ceinture de murailles hautes et larges enferme la ville et, à des distances très rapprochées, s'élèvent des tours et des forts. Les remparts sur 3 côtés sont entourés de fossés toujours à sec, mais larges, profonds, embarrassés de haies et de buissons. Le 4e côté a pour fossé le fleuve lui-même. Les rues et les places sont convenablement disposées, soit pour le transport, soit pour abriter contre le vent. Les édifices sont bâtis confortablement, ils brillent d'élégance et de propreté, et forment 2 rangs continus, suivant toute la longueur des rues, dont la largeur est de 20 pieds. Derrière et entre les maisons se trouvent de vastes jardins. Chaque maison a une porte sur la rue et une porte sur le jardin. Ces 2 portes s'ouvrent aisément d'un léger coup de main, et laissent entrer le premier venu. Les utopiens appliquent en ceci le principe de la possession commune. Pour anéantir jusqu'à l'idée de la propriété individuelle et absolue, ils changent de maison tous les 10 ans, et tirent au sort celle qui doit leur tomber en partage. Les habitants des villes soignent leurs jardins avec passion. Ils y cultivent la vigne, les fruits, les fleurs et toutes sortes de plantes. Ils mettent à cette culture tant de science et de goût, que je n'ai jamais vu ailleurs plus de fertilité et d'abondance, réunis à un coup d'œil plus gracieux. Le plaisir n'est pas le seul mobile qui les excite au jardinage. Il y a émulation entre les différents quartiers de la ville, qui luttent à l'envi à qui aura le jardin le mieux cultivé. Vraiment, l'on ne peut rien concevoir de plus agréable ni de plus utile aux citoyens que cette occupation. Le fondateur de l'Empire l'avait bien compris, car il appliqua tous ses efforts à tourner les esprits vers cette direction. Les utopiens attribuent à Utopus le plan général de leur cité. Ce grand législateur n'eut pas le temps d'achever les constructions et les embellissements qu'il avait projetés. Il fallait pour cela plusieurs générations. Aussi légua-t-il à la postérité le soin de continuer et de perfectionner son œuvre. On lit dans les annales utopiennes, conservées religieusement depuis la conquête de l'île, et qui embrassent l'histoire de 1760 années, on y lit qu'au commencement, les maisons fort basses n'étaient que des cabanes, des chaumières en bois avec des murailles de boue et des toits de paille terminés en pointe. Les maisons aujourd'hui sont d'élégants édifices à 3 étages, avec des murs extérieurs en pierre ou en briques, et des murs intérieurs en plâtras. Les toits sont plats, recouverts d'une matière broyée et incombustible, qui ne coûte rien, et préserve mieux que le plomb des injures du temps. Des fenêtres vitrées. On fait dans l'île un grand usage du verre. Abrite contre le vent. Quelquefois on remplace le verre par un tissu d'une ténuité extrême, enduit d'ambre ou d'huile transparente, ce qui offre aussi l'avantage de laisser passer la lumière et d'arrêter le vent. Des magistrats. 30 familles font, tous les ans, élection d'un magistrat, appelé syphogrante dans le vieux langage du pays, et philarque dans le moderne. 10 syphograntes et leurs 300 familles obéissent à un protophylarque, anciennement nommé Tranibor. Enfin, les syphograntes, au nombre de 1200, après avoir fait serment de donner leur voix au citoyen le plus moral et le plus capable, choisissent au scrutin secret et proclament prince l'un des 4 citoyens proposés par le peuple. Car, la ville étant partagée en 4 sections, chaque quartier présente son élu au Sénat. La principauté est à vie, à moins que le prince ne soit soupçonné d'aspirer à la tyrannie. Les Tranibors sont nommés tous les ans, mais on ne les change pas sans de graves motifs. Les autres magistrats sont annuellement renouvelés. Tous les 3 jours, plus souvent si le cas l'exige,
les tranibores tiennent conseil avec le prince pour délibérer sur les affaires du pays et terminer au plus vite les procès qui s'élèvent entre particuliers. Procès du reste excessivement rares. 2 Syphograntes assistent à chacune des séances du Sénat, et ces 2 magistrats populaires changent à chaque séance. La loi veut que les motions d'intérêt général soient discutées dans le Sénat 3 jours avant d'aller aux voix et de convertir la proposition en décret. Se réunir hors le Sénat et les assemblées du peuple pour délibérer sur les affaires publiques est un crime puni de mort. Ces institutions ont pour but d'empêcher le prince et les tranibores de conspirer ensemble contre la liberté, d'opprimer le peuple par des lois tyranniques et de changer la forme du gouvernement. La Constitution est tellement vigilante à cet égard que les questions de haute importance sont déférées aux comices des Syphograntes qui en donnent communication à leur famille. La chose est alors examinée en assemblée du peuple. Puis, les Syphograntes, après en avoir délibéré, transmettent au Sénat leur avis et la volonté du peuple. Quelquefois même, l'opinion de l'île entière est consultée. Parmi les règlements du Sénat, le suivant mérite d'être signalé. Quand une proposition est faite, il est défendu de la discuter le même jour. La discussion est renvoyée à la prochaine séance. De cette manière, personne n'est exposé à débiter étourdiment les premières choses qui lui viennent à l'esprit, et à défendre ensuite son opinion, plutôt que le bien général. Car n'arrive-t-il pas souvent qu'on recule devant la honte d'une rétractation et l'aveu d'une erreur irréfléchie? Alors on sacrifie le salut public pour sauver sa réputation. Ce danger funeste de la précipitation a été prévenu, et les sénateurs ont suffisamment le temps de réfléchir. Des arts et métiers. Il est un art commun à tous les utopiens, hommes et femmes, et dont personne n'a le droit de s'exempter. C'est l'agriculture. Les enfants apprennent en théorie dans les écoles, en pratique dans les campagnes voisines de la ville, où ils sont conduits en promenade récréative. Là, ils voient travailler, ils travaillent eux-mêmes, et cet exercice a de plus l'avantage de développer leur force physique. Outre l'agriculture, qui, je le répète, est un devoir imposé à tous, on enseigne à chacun une industrie particulière. Les uns tissent la laine ou le lin, les autres sont maçons ou potiers, d'autres travaillent le bois ou les métaux. Voilà les principaux métiers à mentionner. Les vêtements ont la même forme pour tous les habitants de l'île. Cette forme est invariable. Elle distingue seulement l'homme de la femme, le célibat du mariage. Ces vêtements réunissent l'élégance à la commodité. Ils se prêtent à tous les mouvements du corps, le défendre contre les chaleurs de l'été et le froid de l'hiver. Chaque famille confectionne ses habits. Tous, hommes et femmes, sans exception, sont tenus d'apprendre un des métiers mentionnés ci-dessus. Les femmes, étant plus faibles, ne travaillent guère qu'à la laine et au lin. Les hommes sont chargés des états plus pénibles. En général, chacun est élevé dans la profession de ses parents, car la nature inspire d'habitude le goût de cette profession. Cependant, si quelqu'un se sent plus d'aptitude et d'attrait pour un autre état, il est admis par adoption dans l'une des familles qu'il exerce, et son père, ainsi que le magistrat, ont soin de le faire entrer au service d'un père de famille honnête et respectable. Si quelqu'un ayant déjà un état veut en apprendre un autre, il le peut aux conditions précédentes. On lui laisse la liberté d'exercer celui des deux qui lui convient le mieux, à moins que la ville ne lui en assigne un pour cause d'utilité publique. La fonction principale et presque unique des Syphograntes est de veiller à ce que personne ne se livre à l'oisiveté et à la paresse, et à ce que tout le monde exerce vaillamment son état. Il ne faut pas croire que les utopiens s'attellent au travail comme des bêtes de somme, depuis le grand matin jusqu'à bien avant dans la nuit. Cette vie abrutissante pour l'esprit et pour le corps serait pire que la torture et l'esclavage. Et cependant, tel est partout ailleurs le triste sort de l'ouvrier. Les utopiens divisent l'intervalle d'un jour et d'une nuit en 24 heures égales. 6 heures sont employées aux travaux matériels. En voici la distribution. 3 heures de travail avant midi, puis dîner. Après-midi, 2 heures de repos. 3 heures de travail, puis souper. Il compte 1 heure où nous comptons midi, se couche à 9 heures et en donne 9 au sommeil.
Le temps compris entre le travail, les repas et le sommeil, chacun est libre de l'employer à sa guise. Loin d'abuser de ses heures de loisir en s'abandonnant au luxe et à la paresse, ils se reposent en variant leurs occupations et leurs travaux. Ils peuvent le faire avec succès grâce à cette institution vraiment admirable. Tous les matins, des cours publics sont ouverts avant le lever du soleil. Les seuls individus spécialement destinés aux lettres sont obligés de suivre ces cours. Mais tout le monde a le droit d'y assister, les femmes comme les hommes, quelle que soit leur profession. Le peuple y accourt en foule, et chacun s'attache à la branche d'enseignement qui est le plus en rapport avec son industrie et ses goûts. Quelques-uns, pendant les heures de liberté, se livrent de préférence à l'exercice de leur état. Ce sont les hommes dont l'esprit n'aime pas s'élever à des spéculations abstraites. Loin de les en empêcher, on les approuve au contraire, de se rendre ainsi constamment utiles à leurs concitoyens. Le soir, après souper, les utopiens passent 1 heure en divertissement. L'été dans les jardins, l'hiver dans les salles communes où ils prennent leur repas. Ils font de la musique ou se distraient par la conversation. Ils ne connaissent ni dés, ni cartes, ni aucun de ces jeux de hasard également sots et dangereux. Ils pratiquent cependant 2 espèces de jeux qui ont beaucoup de rapport avec nos échecs. Le premier est la bataille arithmétique, dans laquelle le nombre pille le nombre. L'autre est le combat des vices et des vertus. Ce dernier montre avec évidence l'anarchie des vices entre eux, la haine qui les divise, et néanmoins leur parfait accord quand il s'agit d'attaquer les vertus. Il fait voir encore quels sont les vices opposés à chacune des vertus. Comment ceux-ci attaquent celle-là par la violence et à découvert, ou par la ruse et des moyens détournés. Comment la vertu repousse les assauts du vice, le terrasse et anéantit ses efforts. Comment enfin la victoire se déclare pour l'un ou l'autre parti. Ici je m'attends à une objection sérieuse, et j'ai hâte de la prévenir. On me dira peut-être, 6 heures de travail par jour ne suffisent pas aux besoins de la consommation publique, et l'utopie doit être un pays très misérable. Il s'en faut bien qu'il en soit ainsi. Au contraire, les 6 heures de travail produisent abondamment toutes les nécessités et commodités de la vie, et en outre un superflu bien supérieur aux besoins de la consommation. Vous le comprendrez facilement, si vous réfléchissez au grand nombre de gens oisifs chez les autres nations. D'abord, presque toutes les femmes, qui composent la moitié de la population, et la plupart des hommes, là où les femmes travaillent. Ensuite, cette foule immense de prêtres et de religieux fainéants. Ajoutez-y tous ces riches propriétaires qu'on appelle vulgairement nobles et seigneurs. Ajoutez-y encore leurs nuées de valets, autant de fripons à livrer, et ce déluge de mendiants robustes et valides, qui cachent leur paresse sous de feintes infirmités. Et, en somme, vous trouverez que le nombre de ceux qui, par leur travail, fournissent aux besoins du genre humain est bien moindre que vous ne l'imaginiez. Considérez aussi combien peu de ceux qui travaillent sont employés en choses vraiment nécessaires. Car dans ce siècle d'argent, où l'argent est le Dieu et la mesure universelle, une foule d'arts vains et frivoles s'exerce uniquement au service du luxe et du dérèglement. Mais si la masse actuelle des travailleurs était répartie dans les diverses professions utiles, de manière à produire même avec abondance tout ce qu'exige la consommation, le prix de la main-d'œuvre baisserait à un point que l'ouvrier ne pourrait plus vivre de son salaire. Supposez donc qu'on fasse travailler utilement ceux qui ne produisent que des objets de luxe, et ceux qui ne produisent rien, tout en mangeant chacun le travail et la part de 2 bons ouvriers. Alors vous concevrez sans peine qu'ils auront plus de temps qu'il n'en faut pour fournir aux nécessités, aux commodités et même aux plaisirs de la vie. J'entends les plaisirs fondés sur la nature et la vérité. Or, ce que j'avance est prouvé, en utopie, par des faits. Là, dans toute l'étendue d'une ville et son territoire, à peine y a-t-il 500 individus, y compris les hommes et les femmes ayant l'âge et la force de travailler, qui en soient exemptés par la loi. De ce nombre sont les syphograntes, et cependant ces magistrats travaillent comme les autres citoyens pour les stimuler par leur exemple. Ce privilège s'étend aussi aux jeunes gens que le peuple destine aux sciences et aux lettres, sur la recommandation des prêtres, et d'après les suffrages secrets des syphograntes. Si l'un de ces élus trompe l'espérance publique, il est relancé dans la classe des ouvriers.
Si, au contraire, et ce cas est fréquent, un ouvrier parvient à acquérir une instruction suffisante en consacrant ses heures de loisir à ses études intellectuelles, il est exempté du travail mécanique et on l'élève à la classe des lettrés. C'est parmi les lettrés qu'on choisit les ambassadeurs, les prêtres, les tramibores et le prince, appelés autrefois barzan et aujourd'hui adem. Le reste de la population, continuellement active, n'exerce que des professions utiles et produit en peu de temps une masse considérable d'ouvrages parfaitement exécutés. Ce qui contribue encore à abréger le travail, c'est que tout étant bien établi et entretenu, il y a beaucoup moins à faire en utopie que chez nous. Ailleurs, la construction et la réparation des bâtiments exigent des travaux continuels. La raison en est que le père, après avoir bâti à grands frais, laissera son bien à un fils négligent et dissipateur, sous lequel tout se détériore peu à peu, en sorte que l'héritier de ce dernier ne peut entreprendre de réparation sans faire des dépenses énormes. Souvent même il arrive qu'un raffiné de luxe dédaigne les constructions paternelles et s'en va bâtir à plus grands frais encore sur un autre terrain, tandis que la maison de son père tombe en ruine. En utopie, tout est si bien prévu et organisé qu'il est très rare qu'on soit obligé d'y bâtir sur de nouveaux terrains. L'on répare à l'instant les dégradations présentes, l'on prévient même les dégradations imminentes. Ainsi, les bâtiments se conservent à peu de frais et de travail. La plupart du temps, les ouvriers restent chez eux pour dégrossir les matériaux, tailler le bois et la pierre. Quand il y a une construction à faire, les matériaux sont tout prêts et l'ouvrage est rapidement terminé. Vous allez voir comme il en coûte peu aux utopiens pour se vêtir. Au travail, ils s'habillent de cuir ou de peau. Ce vêtement peut durer 7 ans. En public, ils se couvrent d'une casaque, ou surtout, qui cache l'habit grossier du travail. La couleur de cette casaque est naturelle, elle est la même pour tous les habitants. De la sorte, ils usent beaucoup moins de drap que partout ailleurs, et ce drap leur revient moins cher. La toile est d'un usage très répandu, parce qu'elle exige moins de travail. Il n'attache de prix qu'à la blancheur de la toile, à la netteté et à la propreté du drap, sans considérer la finesse ou la délicatesse du filage. Un seul habit leur suffit d'ordinaire pendant 2 ans, tandis qu'ailleurs, il faut à chacun 4 ou 5 habits de différentes couleurs, autant d'habits de soie, et aux plus élégants, au moins une dizaine. Les utopiens n'ont aucune raison d'en rechercher un aussi grand nombre. Ils n'en seraient ni plus commodément ni plus élégamment vêtus. Ainsi, tout le monde en utopie est occupé à des arts et à des métiers réellement utiles. Le travail matériel y est de courte durée, et néanmoins ce travail produit l'abondance et le superflu. Quand il y a encombrement de produits, les travaux journaliers sont suspendus, et la population est portée en masse sur les chemins rompus ou dégradés. Faute d'ouvrages ordinaires et extraordinaires, un décret autorise une diminution sur la durée du travail, car le gouvernement ne cherche pas à fatiguer les citoyens par d'inutiles labeurs. Le but des institutions sociales en utopie est de fournir d'abord aux besoins de la consommation publique et individuelle, puis de laisser à chacun le plus de temps possible pour s'affranchir de la servitude du corps, cultiver librement son esprit, développer ses facultés intellectuelles par l'étude des sciences et des lettres. C'est dans ce développement complet qu'ils font consister le vrai bonheur. Des rapports mutuels entre les citoyens. Je vais vous exposer maintenant les relations des citoyens entre eux, leur commerce, et la loi de distribution des choses nécessaires à la vie. La cité se compose de familles, la plupart unies par les liens de la parenté. Dès qu'une fille est nubile, on lui donne un mari, et elle va demeurer avec lui. Les mâles, fils et petits-fils, restent dans leur famille. Le plus ancien membre d'une famille en est le chef. Et si les années ont affaibli son intelligence, il est remplacé par celui qui approche le plus de son âge. Les dispositions suivantes maintiennent l'équilibre de la population et l'empêchent de devenir trop rare en de certains points, trop dense en d'autres points. Chaque cité doit se composer de 6000 familles. Chaque famille ne peut contenir que de 10 à 16 jeunes gens dans l'âge de la puberté. Le nombre des enfants impubères est illimité.
Quand une famille s'accroît outre mesure, le trop-plein est versé dans les familles moins nombreuses. Quand il y a dans une ville plus de monde qu'elle ne peut et qu'elle ne doit en contenir, l'excédent comble les vides des cités moins peuplées. Enfin, si l'île entière se trouvait surchargée d'habitants, une émigration générale serait décrétée. Les immigrants iraient fonder une colonie dans le plus proche continent, où les indigènes ont plus de terrain qu'ils n'en cultivent. La colonie se gouverne d'après les lois utopiennes, et elle appelle à soi les naturels qui veulent partager ses travaux et son genre de vie. Si les colons rencontrent un peuple qui accepte leurs institutions et leurs mœurs, ils forment avec eux une même communauté sociale, et cette union est profitable à tous. Car en vivant tous ainsi à l'utopienne, ils font qu'une terre, autrefois ingrate et stérile, pour un peuple, devient productive et féconde pour deux peuples à la fois. Mais si les colons rencontrent une nation qui repousse les lois de l'utopie, ils chassent cette nation de l'étendue du pays qu'ils veulent coloniser, et, s'il le faut, ils emploient la force des armes. Dans leur principe, la guerre la plus juste et la plus raisonnable est celle que l'on fait à un peuple qui possède d'immenses terrains en friche et qui les garde comme du vide et du néant, surtout quand ce peuple en interdit la possession et l'usage à ceux qui viennent y travailler et s'y nourrir, suivant le droit imprescriptible de la nature. S'il arrivait, ce cas s'est présenté 2 fois, à la suite de pestes horribles. S'il arrivait que la population d'une cité diminua à ce point qu'on ne put la rétablir sans rompre l'équilibre et la constitution des autres parties de l'île, les colons rentreraient en utopie. Nos insulaires laisseraient périr les colonies plutôt que de laisser décroître une seule ville de la mère patrie. Je reviens aux relations mutuelles entre les citoyens. Le plus âgé, comme je l'ai dit, préside à la famille. Les femmes servent leurs maris, les enfants, leurs pères et mères, les plus jeunes servent les plus anciens. La cité entière se partage en 4 quartiers égaux. Au centre de chaque quartier se trouve le marché des choses nécessaires à la vie. L'on y apporte les différents produits du travail de toutes les familles. Ces produits, déposés d'abord dans des entrepôts, sont ensuite classés dans des magasins suivant leur espèce. Chaque père de famille va chercher au marché ce dont il a besoin pour lui et les siens. Il emporte ce qu'il demande, sans qu'on exige de lui ni argent ni échange. On ne refuse jamais rien au père de famille. L'abondance étant extrême en toutes choses, on ne craint pas que quelqu'un demande au-delà de son besoin. En effet, pourquoi celui qui a la certitude de ne manquer jamais de rien chercherait-il à posséder plus qu'il ne lui faut? Ce qui rend les animaux en général cupides et rapaces, c'est la crainte des privations à venir. Chez l'homme en particulier, il existe une autre cause d'avarice, l'orgueil, qui le porte à surpasser ses égaux en opulence et à les éblouir par l'étalage d'un riche superflu. Mais les institutions utopiennes rendent ce vice impossible. Au marché dont je viens de parler sont joints des marchés de comestibles, où l'on apporte des légumes, des fruits, du pain, du poisson, de la volaille, et les parties mangeables des quadrupèdes. Hors de la ville, il y a des boucheries où l'on abat les animaux destinés à la consommation. Ces boucheries sont tenues propres au moyen de courants d'eau qui enlèvent le sang et les ordures. C'est de là qu'on apporte au marché la viande nettoyée et dépecée par les mains des esclaves. Car la loi interdit aux citoyens le métier de boucher, de peur que l'habitude du massacre ne détruise peu à peu le sentiment d'humanité, la plus noble affection du cœur de l'homme. Ces boucheries extérieures ont aussi pour but d'éviter aux citoyens un spectacle hideux et de débarrasser la ville des saletés, immondices et matières animales, dont la putréfaction pourrait engendrer des maladies. Dans chaque rue, de vastes hôtels sont disposés à égale distance, et se distinguent les uns des autres par des noms particuliers. C'est là qu'habitent les Syphograntes. Leurs 30 familles sont logées des 2 côtés, 15 à droite et 15 à gauche. Elles vont à l'hôtel du Syphogrante prendre leur repas en commun. Les pourvoyeurs s'assemblent au marché à une heure fixe, et ils demandent une quantité de vivres proportionnelle au nombre des bouches qu'ils ont à nourrir. On commence toujours par servir les malades, qui sont soignés dans des infirmeries publiques.
autour de la ville et un peu loin de ses murs, sont situés 4 hôpitaux tellement spacieux qu'on pourrait les prendre pour 4 bourgs considérables. On évite ainsi l'entassement et l'encombrement des malades, inconvénients qui retardent leur guérison. De plus, quand un homme est frappé d'une maladie contagieuse, on peut l'isoler complètement. Ces hôpitaux contiennent abondamment tous les remèdes et toutes les choses nécessaires au rétablissement de la santé. Les malades y sont traités avec les soins affectueux et les plus assidus, sous la direction des plus habiles médecins. Personne n'est obligé d'y aller. Cependant, il n'est personne en cas de maladie qui n'aime mieux se faire traiter à l'hôpital que chez soi. Quand les pourvoyeurs des hospices ont reçu ce qu'ils demandaient, d'après les ordonnances des médecins, ce qu'il y a de meilleur au marché se distribue, sans distinction, entre tous les réfectoires, proportionnellement au nombre des mangeurs. On sert en même temps le prince, le pontife, les tranibores, les ambassadeurs et les étrangers, s'il y en a, ce qui est très rare. Ces derniers, à leur arrivée dans une ville, trouvent des logements destinés spécialement à eux, et garnis de toutes les choses dont ils peuvent avoir besoin. La trompette indique l'heure des repas. Alors la syphograntie entière se rend à l'hôtel pour y dîner ou pour y souper en commun, à l'exception des individualités chez eux ou à l'hospice. Il est permis d'aller chercher des vivres au marché pour sa consommation particulière, après que les tables publiques ont été complètement pourvues. Mais les utopiens n'eussent jamais de ce droit, sans de graves motifs, et si chacun est libre de manger chez soi, personne ne trouve plaisir à le faire, car c'est folie de se donner la peine d'apprêter un mauvais dîner, quand on peut en avoir un bien meilleur à quelques pas. Les esclaves sont chargés des travaux de cuisine les plus sales et les plus pénibles. Les femmes font cuire les aliments, assaisonnent les mets, servent et desservent la table. Elles se remplacent dans cet emploi famille par famille. On dresse 3 tables, ou plus, suivant le nombre des convives. Les hommes sont assis du côté de la muraille. Les femmes sont placées vis-à-vis, afin que s'ils prenaient à celle-ci une indisposition subite, ce qui arrive quelquefois aux femmes grosses, elles puissent sortir sans déranger personne et se retirer dans l'appartement des nourrices. Les nourrices se tiennent à part avec leurs nourrissons, dans des salles particulières où il y a toujours du feu, de l'eau propre et des berceaux, en sorte qu'elles peuvent coucher leurs enfants, les démailloter et les faire jouer près du feu. Chaque mère allaite son enfant, hors le cas de mort ou de maladie. Dans ces 2 cas, les femmes des syphograntes cherchent une nourrice au plus vite. Et il ne leur est pas difficile d'en trouver. Les femmes en état de rendre ce service s'offrent d'elles-mêmes avec empressement. D'ailleurs, cette fonction est une des plus honorables, et l'enfant appartient à sa nourrice comme à sa mère. Dans la salle des nourrices sont aussi les enfants qui n'ont pas encore 5 ans accomplis, les garçons et les filles, depuis l'âge de puberté jusqu'à celui du mariage, font le service de la table. Ceux qui sont plus jeunes et n'ont pas la force de servir se tiennent debout et en silence. Ils mangent ce qui leur est présenté par ceux qui sont assis, et ils n'ont pas d'autre moment pour prendre leur repas. Le syphogrante et sa femme sont placés au milieu de la première table. Cette table occupe le haut bout de la salle, et de là on découvre d'un coup d'œil toute l'assemblée. 2 vieillards, choisis parmi les plus anciens et plus respectables, siègent avec le syphogrante, et de même, tous les convives sont servis et mangent 4 par 4. S'il y a un temple, dans la syphograntie, le prêtre et sa femme remplacent les 2 vieillards et président au repas. Des 2 côtés de la salle sont rangés alternativement 2 jeunes gens et 2 individus plus âgés. Cette disposition rapproche les égaux et confond à la fois tous les âges. En outre, elle remplit un but moral. Comme rien ne peut se dire ou se faire qui ne soit aperçu des voisins, alors la gravité de la vieillesse, le respect qu'elle imprime, retiennent la pétulance des jeunes gens et les empêchent de s'émanciper outre mesure en paroles et en gestes. La table du syphogrante est servie la première, ensuite les autres, suivant leur position. Les meilleurs morceaux sont portés aux anciens des familles, qui occupent des places fixes et remarquables. Tous les autres sont servis avec une égalité parfaite. Ces bons vieillards n'ont pas assez de leur portion pour en donner à tout le monde, mais ils les partagent à leur gré avec leurs plus proches voisins. Ainsi l'on rend à la vieillesse l'honneur qui lui est dû, et cet hommage tourne au bien de tous.
Les dîners et les soupers commencent par la lecture d'un livre de morale. Cette lecture est courte, pour qu'elle n'ennuie pas. Quand elle est finie, les plus âgés entament des conversations honnêtes, mais pleines d'enjouement et de gaieté. Loin de parler seuls et toujours, ils écoutent volontiers les jeunes gens. Ils provoquent même leur saillie, afin d'apprécier la nature de leur caractère et de leur esprit, nature qui se trahit aisément dans la chaleur et la liberté du repas. Le dîner est court, le souper long, parce que le dîner est suivi du travail, tandis que, après le souper, viennent le sommeil et le repos de la nuit. Or, les utopiens croient que le sommeil vaut mieux que le travail pour une bonne digestion. Le souper ne se passe jamais sans musique et sans un dessert copieux et friand. Les parfums, les essences les plus odorantes, rien n'est épargné pour le bien-être et pour la jouissance des convives. Peut-être en ceci accusera-t-on les utopiens d'un penchant excessif au plaisir. Ils ont pour principe que la volupté qui n'engendre aucun mal est parfaitement légitime. C'est ainsi que les utopiens des villes vivent entre eux. Ceux qui travaillent à la campagne sont trop éloignés les uns des autres pour manger en commun. Ils prennent leur repas chez eux, en particulier. Au reste, les familles agricoles sont assurées d'une nourriture abondante et variée. Rien ne leur manque. Ne sont-elles pas les pourvoyeuses, les mères nourricières des villes? Des voyages des utopiens. Lorsqu'un citoyen désire aller voir un ami qui demeure dans une autre ville, ou veut simplement se donner le plaisir d'un voyage, les Syphograntes et les Tranibores consentent volontiers à son départ, s'il n'y a pas d'empêchement valable. Les voyageurs se réunissent pour partir ensemble. Ils sont munis d'une lettre du prince, qui certifie le congé et fixe le jour du retour. On leur fournit une voiture et un esclave qui soigne et conduit l'attelage. Mais d'habitude, à moins qu'il n'ait des femmes avec eux, les voyageurs renvoient la voiture comme un embarras. Ils ne se pourvoient de rien pendant la route, car rien ne peut leur manquer, attendu qu'ils sont partout chez eux. Si un voyageur passe plus d'un jour en quelque lieu, il y travaille de son état et reçoit le plus obligeant accueil des ouvriers de sa profession. Celui qui, de son propre mouvement, se permet de franchir les limites de sa province est traité en criminel. Pris sans le congé du prince, il est ramené comme un déserteur et sévèrement puni. En cas de récidive, il perd la liberté. S'il prend envie à quelques citoyens de faire une excursion dans la campagne qui dépend de sa ville, il le peut avec le consentement de sa femme et de son père de famille. Mais il faut qu'il achète et paie sa nourriture en travaillant avant le dîner et le souper, autant qu'on le fait dans les lieux où il s'arrête. Sous cette condition, tout individu a le droit de sortir de la ville et de parcourir le territoire adjacent, parce qu'il est aussi utile dehors que dedans. Vous voyez que, en utopie, l'oisiveté et la paresse sont impossibles. On n'y voit ni taverne, ni lieu de prostitution, ni occasion de débauche, ni repère caché, ni assemblée secrète. Chacun, sans cesse exposé au regard de tous, se trouve dans l'heureuse nécessité de travailler et de se reposer, suivant les lois et les coutumes du pays. L'abondance en toutes choses est le fruit de cette vie pure et active. Le bien-être se répand également sur tous les membres de cette admirable société. La mendicité et la misère y sont des monstres inconnus. J'ai déjà dit que chaque ville d'utopie envoyait 3 députés au Sénat d'Amoroth. Les premières séances du Sénat sont consacrées à dresser la statistique économique des diverses parties de l'île. Dès qu'on a vérifié les points où il y a trop et les points où il n'y a pas assez, l'équilibre est rétabli en comblant les vides des cités malheureuses par la surabondance des cités plus favorisées. Cette compensation est gratuite. La ville qui donne ne reçoit rien en retour de la part de celle qu'elle oblige, et réciproquement, elle reçoit gratuitement d'une autre ville à laquelle elle n'a rien donné. Ainsi, la République utopienne, tout entière, est comme une seule et même famille. L'île est toujours approvisionnée pour 2 ans, dans l'incertitude d'une bonne ou mauvaise récolte pour l'année suivante. On exporte à l'extérieur les denrées superflues, telles que blé, miel, laine, lin, bois, matière à teinture, peau, cire, suif, animaux. La 7e partie de ces marchandises est distribuée aux pauvres du pays où l'on exporte. Le reste est vendu à un prix modéré. Ce commerce fait entrer en utopie non seulement des objets de nécessité. Le fer, par exemple,
mais encore une masse considérable d'or et d'argent. Depuis le temps que les utopiens pratiquent ce négoce, ils ont accumulé une quantité incroyable de richesses. C'est pourquoi il leur est indifférent aujourd'hui de vendre au comptant ou à terme. Ordinairement, ils prennent des billets en paiement. Mais ils ne se fient pas aux signatures individuelles. Ces billets doivent être revêtus des formes légales et garantis sur la foi et le sceau de la ville qui les accepte. Le jour de l'échéance, la ville signataire exige le remboursement des particuliers débiteurs. L'argent est déposé dans le trésor public et on le fait valoir jusqu'à ce que les créanciers utopiens le réclament. Ceux-ci ne réclament presque jamais le paiement de la dette entière. Ils croiraient commettre une injustice en ôtant à un autre une chose dont il a besoin et qui leur est à eux inutile. Cependant, il y a des cas où ils retirent toute la somme qui leur est due. Cela arrive quand ils veulent s'en servir pour prêter à une nation voisine ou pour entreprendre une guerre. Dans ce dernier cas, ils ramassent toutes leurs richesses pour s'en faire comme un rempart de métal contre les dangers pressants et imprévus. Ces richesses sont destinées à engager et à solder copieusement des troupes étrangères, car le gouvernement d'Utopie a mieux exposé à la mort les étrangers que les citoyens. Il sait aussi que l'ennemi le plus acharné se vend quelquefois, si le prix de la vente est à la hauteur de son avarice. Il sait qu'en général l'argent est le nerf de la guerre, soit pour acheter des trahisons, soit pour combattre à force ouverte. À ces fins, les utopiens ont toujours à leur disposition d'immenses trésors, mais loin de les conserver avec une espèce de culte religieux, comme font les autres peuples, ils les emploient à des usages que j'ose à peine vous faire connaître. Je crains fort de vous trouver incrédule, car je vous avoue franchement que si je n'avais pas vu la chose, je ne la croirais pas sur parole. Cela est très naturel. Plus les coutumes étrangères sont opposées aux nôtres, moins nous sommes disposés à y croire. Néanmoins, l'homme sage qui juge sainement, sachant que les utopiens pensent et font tout le contraire des autres peuples, ne sera pas surpris qu'ils emploient l'or et l'argent tout différemment que nous. En utopie, l'on ne se sert jamais d'espèces monnayées dans les transactions mutuelles. On les réserve pour les événements critiques dont la réalisation est possible, quoique très incertaine. L'or et l'argent n'ont pas, en ce pays, plus de valeur que celle que la nature leur a donnée. L'on y estime ces deux métaux bien au-dessous du fer, aussi nécessaires à l'homme que l'eau et le feu. En effet, l'or et l'argent n'ont aucune vertu, aucun usage, aucune propriété, dont la privation soit un inconvénient naturel et véritable. C'est la folie humaine qui a mis tant de prix à leur rareté. La nature, cette excellente mère, les a enfouis à de grandes profondeurs, comme des productions inutiles et vaines, tandis qu'elle expose à découvert l'air, l'eau, la terre, et tout ce qu'il y a de bon et de réellement utile. Les utopiens ne renferment pas leurs trésors dans des tours ou dans d'autres lieux fortifiés et inaccessibles. Le vulgaire, par une folle malice, pourrait soupçonner le prince et le sénat de tromper le peuple et de s'enrichir en pillant la fortune publique. L'on ne fabrique avec l'or et l'argent ni vases ni ouvrages artistement travaillés, car s'il fallait un jour les fondre pour payer l'armée en cas de guerre, ceux qui auraient mis leur affection et leurs délices dans ces objets d'art et de luxe éprouveraient en les perdant une amère douleur. Afin d'obvier à ces inconvénients, les utopiens ont imaginé un usage parfaitement en harmonie avec le reste de leurs institutions, mais en complet désaccord avec celle de notre continent, où l'or est adoré comme un dieu, recherché comme le souverain bien. Ils mangent et boivent dans de la vaisselle d'argile ou de verre, de forme élégante, mais de minime valeur. L'or et l'argent sont destinés aux plus vils usages, soit dans les hôtels communs, soit dans les maisons particulières. On en fait même des vases de nuit. L'on en forge aussi des chaînes et des entraves pour les esclaves, et des marques d'opprobre pour les condamnés qui ont commis des crimes infâmes. Ces derniers ont des anneaux d'or aux doigts et aux oreilles, un collier d'or au cou, un frein d'or à la tête. Ainsi tout concourt à tenir l'or et l'argent en ignominie. Chez les autres peuples, la perte de la fortune est une souffrance aussi cruelle qu'un déchirement d'entrailles. Mais quand on enlèverait à la nation utopienne toutes ces immenses richesses, personne ne semblerait avoir perdu un sou.
Les utopiens recueillent des perles sur le bord de la mer, des diamants et des pierres précieuses dans certains rochers. Sans aller à la recherche de ces objets rares, ils aiment abolir ceux que le hasard leur présente, afin d'emparer les petits-enfants. Ces derniers sont d'abord tout fiers de porter ces ornements, mais à mesure qu'ils grandissent et ils s'aperçoivent bientôt que ces frivolités ne conviennent qu'aux enfants les plus jeunes. Alors ils n'attendent pas l'avertissement paternel, ils se débarrassent de cette parure d'eux-mêmes et par amour-propre. C'est ainsi que chez nous, les enfants, en grandissant, délaissent peu à peu boules et poupées. Ces institutions, si différentes de celles des autres peuples, gravent dans le cœur de l'utopien des sentiments et des idées entièrement contraires aux nôtres. Je fus singulièrement frappé de cette différence à l'occasion d'une ambassade anémolienne. Les envoyés d'Anémolie vinrent à Amorote pendant que j'y étais, et comme ils devaient traiter d'affaires de haute importance, le Sénat s'était réuni dans la capitale et ils y attendaient. Jusqu'alors, les ambassadeurs des nations limitrophes, qui étaient venus en utopie, y avaient mené le train le plus simple et le plus modeste, parce que les mœurs utopiennes leur étaient parfaitement connues. Ils savaient que le luxe de la parure n'était là d'aucune valeur, que la soie y était méprisée, et l'or une chose infâme. Mais les Anémoliens, beaucoup plus éloignés de l'île, avaient eu fort peu de relations avec elle. Apprenant donc que les habitants y étaient vêtus d'une façon grossière et uniforme, ils se persuadèrent que cette extrême simplicité était causée par la misère. Et, plus vaniteux que sages, ils résolurent de se présenter avec une magnificence digne d'envoyés célestes, et de frapper les yeux de ces misérables insulaires par l'éclat d'un faste éblouissant. Les 3 ministres, qui étaient de grands seigneurs en Anémolie, firent donc leur entrée, suivis de 100 personnes vêtues d'habits de soie de diverses couleurs. Les ambassadeurs eux-mêmes avaient un costume riche et somptueux. Ils portaient un habit de drap d'or, des colliers et des boucles d'oreilles en or, des anneaux d'or aux doigts et des garnitures à leurs chapeaux étincelants de pierreries. Enfin, ils étaient couverts de ce qui fait en utopie le supplice de l'esclave, la marque honteuse de l'infamie, le jouet du petit enfant. C'était chose plaisante à voir que l'orgueilleuse satisfaction des ambassadeurs et des gens de leur suite, comparant le luxe de leur parure à la mise simple et négligée du peuple utopien répandu en foule sur le passage. D'un autre côté, il n'était pas moins curieux d'observer l'attitude de la population, combien ces étrangers se trompaient dans leur attente, combien ils étaient loin d'exciter l'estime et les honneurs qu'ils s'étaient promis. À part un petit nombre d'utopiens qui avaient voyagé à l'extérieur pour de graves motifs, tous les autres regardaient en pitié cet appareil somptueux. Ils saluaient les plus bas valets du cortège, les prenant pour les ambassadeurs, et laissaient passer les ambassadeurs sans y faire plus attention qu'à des valets, car ils les voyaient chargés de chaînes d'or comme leurs esclaves. Les enfants qui avaient déjà quitté les diamants et les perles, et qui les apercevaient au chapeau des ambassadeurs, poussaient leur mère en disant « Vois donc ce grand fripon qui porte encore des pierreries comme s'il était tout petit. » Et les mères de répondre sérieusement « Taisez-vous, mon fils, c'est, je pense, un des bouffons de l'ambassade. » Plusieurs critiquaient la forme de ces chaînes d'or. Elles sont, disaient-ils, beaucoup trop minces, on pourrait les briser facilement. De plus, elles ne sont pas serrées assez étroitement. L'esclave s'en débarrasserait s'il voulait, et il pourrait s'enfuir. 2 jours après leur entrée dans la Morotte, les ambassadeurs comprirent que les utopiens méprisaient l'or autant qu'on l'honorait dans leur pays. Ils eurent occasion de remarquer sur le corps d'un esclave plus d'or et d'argent que n'emportait toute leur escorte. Alors ils rabattirent de leur fierté, et honteux de la mystification qu'ils avaient subie, ils dépouillèrent en hâte le faste qu'ils avaient si orgueilleusement déployé. Les relations les plus intimes, qu'ils lièrent en utopie, leur apprirent ensuite quels étaient les principes et les mœurs de ses habitants. Les utopiens s'étonnent que des êtres raisonnables puissent se délecter de la lumière incertaine et douteuse d'une perle ou d'une pierre, tandis que ces êtres peuvent jeter les yeux sur les astres et le soleil. Ils regardent comme fou celui qui se croit plus noble et plus estimable, parce qu'il est couvert d'une laine plus fine, laine coupée sur le dos d'un mouton, et que cet animal a porté le premier. Ils s'étonnent que l'or, inutile de sa nature, ait acquis une valeur factice tellement considérable, qu'il soit beaucoup plus estimé que l'homme,
quoique l'homme seul lui ait donné cette valeur, et le fasse servir à ses usages, suivant son caprice. Il s'étonne aussi qu'un riche, à intelligence de plomb, stupide comme la bûche, également sot et immoral, tienne sous sa dépendance une foule d'hommes sages et vertueux, parce que la fortune lui a abandonné quelques piles d'écus. Cependant, disent-ils, la fortune peut le trahir, et la loi, qui aussi bien que la fortune précipite souvent du fait dans la boue, peut lui arracher son argent et le faire passer aux mains du plus ignoble fripon de ses valets. Alors ce même riche se trouvera très heureux de passer, lui aussi, en compagnie de son argent et comme par-dessus le marché, au service de son ancien valet. Il est une autre folie que les utopiens détestent encore plus, et qu'ils conçoivent à peine. C'est la folie de ceux qui rendent des honneurs presque divins à un homme, parce qu'il est riche, sans être néanmoins ni ses débiteurs ni ses obligés. Les insensés savent bien pourtant quelle est la sordide avarice de ces Crésus égoïstes. Ils savent bien qu'ils n'auront jamais un sou de tout leur trésor. Nos insulaires puisent de pareils sentiments, partis dans l'étude des lettres, partis dans l'éducation qu'ils reçoivent au sein d'une république, dont les institutions sont formellement opposées à tous nos genres d'extravagance. Il est vrai qu'un fort petit nombre est affranchi des travaux matériels, et se livre exclusivement à la culture de l'esprit. Ce sont, comme je l'ai déjà dit, ceux qui dès l'enfance ont manifesté un naturel heureux, un génie pénétrant, une vocation scientifique. Mais on ne laisse pas pour cela de donner une éducation libérale à tous les enfants, et la grande masse des citoyens, hommes et femmes, consacrent chaque jour leur moment de liberté et de repos à des travaux intellectuels. Les utopiens apprennent les sciences dans leur propre langue. Cette langue est riche, harmonieuse, fidèle interprète de la pensée. Elle est répandue, plus ou moins altérée, sur une vaste étendue du globe. Jamais avant notre arrivée, les utopiens n'avaient entendu parler de ces philosophes si fameux dans notre monde. Cependant, ils ont fait à peu près les mêmes découvertes que nous, en musique, dialectique, arithmétique et géométrie. S'ils égalent presque en tout nos anciens, ils sont bien inférieurs aux dialecticiens modernes, car ils n'ont encore inventé aucune de ces règles subtiles de restriction, amplification, supposition, que l'on enseigne à la jeunesse dans les écoles de logique. Ils n'ont pas approfondi les idées secondes, et quant à l'homme en général ou universel, suivant le jargon métaphysique, ce colosse le plus immense des géants, que l'on nous fait voir ici, personne en utopie n'a pu l'apercevoir encore. En revanche, ils connaissent d'une manière précise le cours des astres et les mouvements des corps célestes. Ils ont imaginé des machines qui représentent, avec une grande exactitude, les mouvements et les positions respectives du Soleil, de la Lune et des astres visibles au-dessus de leur horizon. Quant aux haines et aux amitiés des planètes et à toutes les impostures de la divination par le ciel, ils n'y songent pas même en rêve. Ils savent prédire, à des signes confirmés par une longue expérience, la pluie, le vent et les autres révolutions de l'air. Ils ne forment que des conjectures sur les causes de ces phénomènes, sur le flux et le reflux de la mer, sur la salaison de cet immense liquide, sur l'origine et la nature du ciel et du monde. Leur système coïncide en certains points avec ceux de nos anciens philosophes. En d'autres points, ils s'en écartent. Mais dans les nouvelles théories qu'ils ont imaginées, il y a dissidence chez eux comme chez nous. En philosophie morale, ils agitent les mêmes questions que nos docteurs. Ils cherchent dans l'âme de l'homme, dans son corps et dans les objets extérieurs, ce qui peut contribuer à sa félicité. Ils se demandent si le nom de bien convient indifféremment à tous les éléments du bonheur matériel et intellectuel, ou seulement au développement des facultés de l'esprit. Ils dissertent sur la vertu et le plaisir, mais la première et la principale de leurs controverses a pour objet de déterminer la condition unique, ou les conditions diverses du bonheur de l'homme. Peut-être les accuserez-vous d'incliner avec excès à l'épicurisme, car si la volupté n'est pas suivant eux l'unique élément du bonheur, elle en est un des plus essentiels. Et, chose singulière, ils invoquent à l'appui de cette voluptueuse morale la religion si grave et sévère, si triste et rigide. Ils ont pour principe de ne discuter jamais du bien et du mal, sans partir des axiomes de la religion et de la philosophie,
Autrement, ils craindraient de raisonner d'une manière incomplète et d'édifier de fausses théories. Voici leur catéchisme religieux. L'âme est immortelle, Dieu, qui est bon, l'a créée pour être heureuse. Après la mort, des récompenses couronnent la vertu. Des supplices tourmentent le crime. Quoique ces dogmes appartiennent à la religion, les utopiens pensent que la raison peut amener à les croire et à les consentir. Ils n'hésitent pas à déclarer qu'en l'absence de ces principes, il faudrait être stupide pour ne pas rechercher le plaisir par tous les moyens possibles, criminels ou légitimes. La vertu consisterait alors à choisir entre deux voluptés, la plus délicieuse, la plus piquante, et à fuir les plaisirs suivis de douleurs plus vives que la jouissance qu'ils auraient procurée. Mais pratiquer des vertus âpres et difficiles, renoncer aux douceurs de la vie, souffrir volontairement la douleur, et ne rien espérer après la mort, en récompense des mortifications de la terre, c'est aux yeux de nos insulaires le comble de la folie. Le bonheur, disent-ils, n'est pas dans toute espèce de volupté, il est seulement dans les plaisirs bons et honnêtes. C'est vers ces plaisirs que tout, jusqu'à la vertu même, entraîne irrésistiblement notre nature. Ce sont eux qui constituent la félicité. Ils définissent la vertu. Vivre selon la nature. Dieu, en créant l'homme, ne lui donna pas d'autre destinée. L'homme qui suit l'impulsion de la nature est celui qui obéit à la voix de la raison, dans ses haines et dans ses appétits. Or, la raison inspire d'abord à tous les mortels l'amour et l'adoration de la majesté divine, à laquelle nous devons et l'être et le bien-être. En second lieu, elle nous enseigne et nous excite à vivre gaiement et sans chagrin, et à procurer les mêmes avantages à nos semblables, qui sont nos frères. En effet, le plus morose et le plus fanatique zélateur de la vertu, l'ennemi le plus haineux du plaisir, en vous proposant d'imiter ses travaux, ses veilles, ses mortifications, vous ordonne aussi de soulager de tout votre pouvoir la misère et les incommodités d'autrui. Ce moraliste sévère se comble d'éloges, au nom de l'humanité, l'homme qui console et qui sauve l'homme. Il croit donc que la vertu la plus noble et la plus humaine, en quelque sorte, consiste à adoucir les souffrances du prochain, à l'arracher au désespoir et à la tristesse, à lui rendre les joies de la vie, ou, en d'autres termes, à le faire participer à la volupté. Et pourquoi la nature ne porterait-elle pas chacun de nous à faire à soi le même bien qu'aux autres? Car, de deux choses l'une, ou une existence agréable, c'est-à-dire la volupté, est un mal, ou elle est un bien. Si elle est un mal, non seulement l'on ne doit pas aider ses semblables à en jouir, mais encore on doit la leur enlever comme une chose dangereuse et criminelle. Si elle est un bien, l'on peut et l'on doit la procurer à soi comme aux autres. Pourquoi aurions-nous donc moins de compassion pour nous que pour autrui? La nature qui nous inspire la charité pour nos frères ne nous commande pas d'être cruels et sans pitié pour nous-mêmes. Voilà ce qui fait affirmer aux utopiens qu'une vie honnêtement agréable, c'est-à-dire que la volupté est la fin de toutes nos actions, que telle est la volonté de la nature, et qu'obéir à cette volonté, c'est être vertueux. La nature, disent-ils encore, invite tous les hommes à s'entraider mutuellement et à partager en commun le joyeux festin de la vie. Ce précepte est juste et raisonnable. Il n'y a pas d'individu tellement placé au-dessus du genre humain que la Providence ne doive prendre soin que de lui seul. La nature a donné la même forme à tous. Elle les réchauffe tous de la même chaleur. Elle les embrasse tous du même amour. Ce qu'elle réprouve, c'est qu'on augmente son bien-être en aggravant le malheur d'autrui. C'est pourquoi les utopiens pensent qu'il faut observer non seulement les conventions privées entre simples citoyens, mais encore les lois publiques qui règlent la répartition des commodités de la vie, en d'autres termes, qui distribuent la matière du plaisir, quand ces lois ont été promulguées justement par un bon prince, ou sanctionnées par le commun consentement d'un peuple, qui n'était ni opprimé par la tyrannie, ni circonvenu par l'artifice. Chercher le bonheur, sans violer les lois et sagesse, travailler au bien général et religion, fouler aux pieds la félicité d'autrui, en courant après la sienne, est une action injuste.
Au contraire, se priver de quelque jouissance pour en faire part aux autres, c'est le signe d'un cœur noble et humain, qui du reste retrouve bien au-delà du plaisir dont il a fait le sacrifice. D'abord, cette bonne œuvre est récompensée par la réciprocité des services. Ensuite, le témoignage de la conscience, le souvenir et la reconnaissance de ceux qu'on a obligés, causent à l'âme plus de volupté que n'aurait pu en donner au corps l'objet dont on s'est privé. Enfin, l'homme qui a foi aux vérités religieuses doit être fermement persuadé que Dieu récompense la privation volontaire d'un plaisir éphémère et léger par des joies ineffables et éternelles. Ainsi, en dernière analyse, les utopiens ramènent toutes nos actions et même toutes nos vertus au plaisir, comme à notre fin. Ils appellent volupté tout état ou tout mouvement de l'âme et du corps dans lesquels l'homme éprouve une délectation naturelle. Ce n'est pas sans raison qu'ils ajoutent le mot naturel, car ce n'est pas seulement la sensualité, c'est aussi la raison qui nous attire vers les choses naturellement délectables. Et par là, il faut entendre les biens que l'on peut rechercher sans injustice, les jouissances qui ne privent pas d'une jouissance plus vive, et qui ne traînent à leur suite aucun mal. Il y a des choses en dehors de la nature, que les hommes, par une convention absurde, nomment des plaisirs, comme s'ils avaient le pouvoir de changer les essences aussi facilement que les mots. Ces choses, loin de contribuer au bonheur, sont autant d'obstacles pour y parvenir. Elles empêchent ceux qu'elles séduisent de jouir des satisfactions pures et vraies. Elles faussent l'esprit en le préoccupant de l'idée d'un plaisir imaginaire. Il y a, en effet, une foule de choses auxquelles la nature n'a attaché aucune douceur, auxquelles même elle a mêlé de l'amertume, et que les hommes regardent comme de hautes voluptés nécessaires, en quelque sorte, à la vie, quoique la plupart soient essentiellement mauvaises, et ne stimulent que des passions mauvaises. Les utopiens classent, dans ce genre de volupté bâtarde, la vanité de ceux dont j'ai déjà parlé, qui se croient meilleurs parce qu'ils ont un plus bel habit. La vanité de ces fats est doublement ridicule. Premièrement, ils estiment leur habit au-dessus de leur personne, car pour ce qui est de l'usage, en quoi, je vous prie, une laine plus fine l'emporte-t-elle sur une laine plus épaisse? Cependant, les insensés, comme s'ils se distinguaient de la multitude par l'excellence de leur nature, et non par la folie de leur conduite, dressent fièrement la tête, s'imaginant valoir un grand prix. Ils exigent, en raison de la riche élégance de leurs vêtements, des honneurs qu'ils n'oseraient espérer avec une mise simple et commune. Ils s'indignent quand on regarde leur toilette d'un œil indifférent. En second lieu, ces mêmes hommes ne sont pas moins stupides de se repaître d'honneurs sans réalité et sans fruit. Est-il naturel et vrai le plaisir que l'on ressent en face d'un flatteur qui se découvre la tête et plie humblement le genou? Une génuflexion guérit-elle donc de la fièvre ou de la goutte? Parmi ceux que séduit encore une fausse image du plaisir sont les nobles, qui se complaisent avec orgueil et avec amour dans la pensée de leur noblesse. Et de quoi s'applaudissent-ils? Du hasard qui les a fait naître d'une longue suite de riches aïeux, et surtout de riches propriétaires? Car la noblesse d'aujourd'hui, c'est la fortune. Néanmoins, ces insensés n'eussent-ils rien hérité de leur père, ou bien eussent-ils dévoré tout leur patrimoine, que malgré cela ils ne se croiraient pas moins nobles d'un cheveu. Les utopiens rangent les amateurs de pierreries dans la catégorie des entichés de noblesse. Les hommes qui ont cette passion se croient de petits dieux, quand ils ont trouvé une pierre belle et rare, particulièrement estimée de leur temps et dans leur pays, car la même pierre ne conserve pas toujours et partout la même valeur. L'amateur de joyaux les achète nus et sans or. Il pousse même la précaution jusqu'à exiger du vendeur une caution, et aussi le serment que le diamant, le rubis, la topaze sont de bonne aloi, tant il craint qu'un faux brillant n'en impose à ses yeux. Quel plaisir y a-t-il donc à regarder une pierre naturelle plutôt qu'une pierre artificielle, puisque l'œil n'en peut saisir la différence? L'une ou l'autre n'a réellement pas plus de valeur pour un voyant que pour un aveugle. Que dire des avares qui entassent argent sur argent? Non pour en user, mais pour se repaître de la contemplation d'une énorme quantité de métal. Le plaisir de ces riches misérables n'est-il pas une pure chimère?
Est-il plus heureux celui qui, par un travers plus stupide encore, enterre ses écus? Il ne voit pas même son trésor, et la peur de le perdre fait qu'il le perd en réalité. Car enfouir de l'or, n'est-ce pas le voler à soi-même et aux autres? Cependant, l'avare est tranquille. Il saute de joie quand il a enfoui bien avant ses richesses. Maintenant, supposons que quelqu'un s'empare de ce dépôt confié à la terre, et que notre Harpagon survive 10 ans à sa ruine, sans le savoir. Je vous le demande, que lui importe durant l'intervalle, d'avoir conservé ou perdu son trésor? Enterré ou volé, il lui fait absolument le même usage. Les utopiens regardent aussi comme imaginaires les plaisirs de la chasse et des jeux de hasard, jeux dont ils ne connaissent la folie que de nom, ne les ayant jamais pratiqués. Quel amusement pouvez-vous trouver, disent-ils, à jeter un dé sur un tablier? Et en supposant qu'il y ait là une volupté, vous vous en êtes rassasié tant de fois, qu'elle doit être devenue pour vous ennuyeuse et fade. N'est-ce pas chose plus fatigante qu'agréable d'entendre japper et aboyer des chiens? Est-il plus réjouissant de voir courir un chien après un lièvre que de le voir courir après un chien? Néanmoins, si c'est la course qui fait le plaisir, la course existe dans les deux cas, mais n'est-ce pas plutôt l'espoir du meurtre, l'attente du carnage qui passionne exclusivement pour la chasse? Et comment ne pas ouvrir plutôt son âme à la pitié? Comment n'avoir pas horreur de cette boucherie où le chien fort, cruel et hardi, déchire le lièvre faible, peureux et fugitif? C'est pourquoi nos insulaires défendent la chasse aux hommes libres, comme un exercice indigne d'eux. Ils ne la permettent qu'aux bouchers qui sont tous esclaves. Et même, dans leur opinion, la chasse est la partie la plus vile de l'art de tuer les bêtes. Les autres parties de ce métier sont beaucoup plus honorées, parce qu'elles rapportent plus de profit, et qu'on n'y tue les animaux que par nécessité, tandis que le chasseur cherche dans le sang et le meurtre une stérile jouissance. Les utopiens pensent en outre que cet amour de la mort, même de la mort des bêtes, est le penchant d'une âme déjà féroce, ou qui ne tardera pas à le devenir, à force de se repaître de ce plaisir barbare. Les utopiens méprisent toutes ces joies, et beaucoup d'autres semblables en nombre presque infini, que le vulgaire envisage comme des biens suprêmes, mais dont la suavité apparente n'est pas dans la nature. Quand même ces plaisirs rempliraient les sens de la plus délicieuse ivresse, ce qui semble être l'effet naturel de la volupté. Ils affirment qu'ils n'ont rien de commun avec la volupté véritable, car, disent-ils, ce plaisir sensuel ne vient pas de la nature même de l'objet. Il est le fruit d'habitudes dépravées qui font trouver doux ce qui est amer. C'est ainsi que les femmes grosses, dont le goût s'est corrompu, trouvent la poix et le suif plus doux que le miel. Les utopiens distinguent diverses sortes de vrais plaisirs. Les uns se rapportent au corps, les autres à l'âme. Les plaisirs de l'âme sont dans le développement de l'intelligence et les purs délices qui accompagnent la contemplation de la vérité. Nos insulaires y joignent aussi le témoignage d'une vie irréprochable et l'espérance certaine d'une immortalité bienheureuse. Ils divisent en deux espèces les voluptés du corps. La première espèce comprend toutes les voluptés qui opèrent sur les sens une impression actuelle, manifeste, et dont la cause est le rétablissement des organes épuisés par la chaleur interne. Cette impression naît, d'une part, de l'action de boire et de manger qui rend les forces perdues. D'autre part, des fonctions animales qui chassent du corps les matières dont il surabondait. Telles sont les sécrétions intestinales, le coït et l'apaisement d'une démangeaison quelconque, en frottant ou grattant. Quelquefois, le plaisir des sens ne provient pas des fonctions animales qui réparent les organes épuisés ou les débarrassent d'une exubérance pénible. Il est l'effet d'une force intérieure et indéfinissable qui émeut, charme et attire. Tel est le plaisir qui naît de la musique. La seconde espèce de volupté sensuelle consiste dans l'équilibre stable et parfait de toutes les parties du corps, c'est-à-dire dans une santé exempte de malaise. En effet, l'homme que n'affecte pas la douleur éprouve en soi un certain sentiment de bien-être, quand même aucun objet extérieur n'ébranlerait agréablement ses organes. Il est vrai que cette sorte de volupté n'agite et n'étourdit pas les sens, comme, par exemple, les plaisirs de la table. Néanmoins, plusieurs la mettent au premier rang,
et presque tous les utopiens déclarent qu'elle est le fondement et la base du vrai bonheur. Car, disent-ils, ce n'est qu'avec une santé parfaite que la condition de la vie humaine est rendue paisible et souhaitable. Sans la santé, il n'est plus de volupté possible. Sans elle, l'absence même de la douleur n'est pas un bien. C'est l'insensibilité du cadavre. Une vive querelle s'éleva autrefois en utopie à ce sujet. Quelques-uns prétendaient qu'on ne devait pas compter au nombre des plaisirs une santé stable et tranquille, parce qu'elle ne fait pas percevoir une jouissance actuelle et distincte, ainsi que les sensations qui viennent du dehors. Mais aujourd'hui, tous, à une exception très minime, s'accordent à proclamer la santé comme une volupté essentielle. En effet, d'après eux, c'est la douleur qui, dans la maladie, est l'ennemi implacable du plaisir. Or, la maladie est également l'ennemi de la santé. Pourquoi donc n'y aurait-il pas plaisir dans la santé, de même qu'il y a douleur dans la maladie? Il importe peu à la question que la maladie soit la douleur, ou que la douleur soit inhérente à la maladie, puisque les résultats sont entièrement semblables. Soit donc que l'on envisage la santé comme la volupté elle-même, ou bien comme la cause qui la produit nécessairement, ainsi que le feu produit nécessairement la chaleur. Toujours est-il que dans les deux cas, l'homme qui jouit d'une santé inaltérable doit éprouver un certain plaisir. Quand nous mangeons, disent les utopiens, n'est-ce pas la santé qui, commençant à défaillir, combat contre la faim avec le secours des aliments? Ceux-ci s'avancent, chassent devant eux ce cruel ennemi, et inspirent à l'homme cette joie qui accompagne le retour de sa vigueur normale. Mais la santé qui prenait tant de plaisir au combat, ne se réjouirait-elle pas après la victoire? Ce qu'elle cherchait dans la lutte, c'était sa force première. Et ce résultat obtenu, est-il possible qu'elle tombe dans un engourdissement stupide, sans connaître ni aimer son bonheur? Les utopiens, en conséquence, rejettent pleinement l'opinion que l'homme bien portant n'a pas le sentiment de son état. Suivant eux, il faut être malade ou endormi, pour ne pas sentir qu'on se porte bien. Il faut être de pierre ou frappé de léthargie, pour ne pas se complaire dans une santé parfaite, pour ne pas y trouver du charme. Or, ce charme, cette complaisance, qu'est-ce autre que de la volupté? Ils se livrent par-dessus tout au plaisir de l'esprit, qu'ils regardent comme les premiers et les plus essentiels de tous les plaisirs. Ils mettent au rang des plus purs et des plus souhaitables la pratique de la vertu et la conscience d'une vie sans souillure. Parmi les voluptés corporelles, ils donnent la préférence à la santé, car dans leur opinion, si l'on doit rechercher la bonne chair et les autres jouissances de la vie animale, c'est uniquement en vue de la conservation de la santé, attendu que ces choses ne sont pas délectables par elles-mêmes, mais seulement parce qu'elles s'opposent à l'invasion secrète de la maladie. L'homme sage prévient le mal, plutôt que d'employer les remèdes. Il évite la douleur plutôt que de recourir au soulagement. D'après cela, les utopiens usent de tous les plaisirs du corps dont la privation nécessiterait l'emploi de moyens curatifs. Mais ils ne mettent pas tout leur bonheur dans ces plaisirs. Autrement, le comble de la félicité humaine serait la faim et la soif en permanence, puisqu'il faudrait alors manger et boire sans désemparer. Certes, une pareille vie serait aussi misérable qu'ignoble. Les jouissances animales sont les plus viles, les moins pures, et toujours il y a une douleur qui les accompagne. La faim n'est-elle pas unie au plaisir de manger, et cela en partie bien illégale? En effet, la sensation de la faim est la plus violente. Elle est aussi la plus durable, puisqu'elle naît avant le plaisir et ne meurt qu'avec lui. Les utopiens, pénétrés de ces principes, pensent qu'on ne doit faire grand cas des voluptés charnelles qu'autant qu'elles sont nécessaires et utiles. Toutefois, ils s'y abandonnent joyeusement, et remercient la nature qui prend soin de l'homme avec la tendresse d'une mère, en mêlant des impressions si douces et suaves aux fonctions indispensables de la vie. Quel triste sort serait le nôtre, s'il nous fallait chasser, à force de poison et de drogues amères, la faim et la soif de chaque jour, comme nous chassons les autres maladies qui nous assiègent de loin en loin. Ils entretiennent et cultivent volontiers la beauté, la vigueur, l'agilité du corps, ces dons les plus agréables et les plus heureux de la nature. Ils admettent aussi les plaisirs que l'on perçoit par la vue, l'ouïe et l'odorat, plaisirs que la nature a créés exclusivement pour l'homme,
et qui font l'assaisonnement et le charme de la vie. Car la bête n'arrête pas son regard sur la magnificence de la création, sur l'ordre et l'arrangement de l'univers. Elle flaire l'odeur pour distinguer sa nourriture, mais elle ne savoure pas les délices des parfums. Elle ne connaît pas les rapports des sons, et n'apprécie ni la dissonance, ni l'harmonie. Au reste, en toutes sortes de satisfactions sensuelles, les utopiens n'oublient jamais cette règle pratique. Fuir la volupté qui empêche de jouir d'une volupté plus grande, ou qui est suivie de quelque douleur. Or, la douleur est, à leurs yeux, la suite inévitable de toute volupté déshonnête. Voici encore un de leurs principes. Mépriser la beauté du corps, affaiblir ses forces, convertir son agilité en engourdissement, épuiser son tempérament par le jeûne et l'abstinence, ruiner sa santé, en un mot, repousser toutes les faveurs de la nature, et cela pour se dévouer plus efficacement au bonheur de l'humanité, dans l'espoir que Dieu récompensera ses peines d'un jour par des extases d'éternelle joie, c'est faire acte de religion sublime. Mais se crucifier la chair, se sacrifier pour un vain fantôme de vertu, ou pour s'habituer d'avance à des misères qui peut-être n'arriveront jamais, c'est faire acte de folie stupide, de lâche cruauté envers soi-même, et d'orgueilleuse ingratitude envers la nature. C'est fouler aux pieds les bienfaits du Créateur, comme si l'on dédaignait de lui avoir quelque obligation. Telle est la théorie utopienne touchant la vertu et le plaisir. À moins qu'une révélation descendue du ciel n'inspire à l'homme quelque chose de plus saint, il croit que la raison humaine ne peut rien imaginer de plus vrai. Cette morale est-elle bonne? Est-elle mauvaise? C'est ce que je ne discuterai pas, je n'en ai pas le temps, et cela n'est pas nécessaire à mon but. J'ai entrepris une histoire, et non une apologie. Ce qui est certain pour moi, c'est que le peuple d'Utopie, grâce à ses institutions, est le premier de tous les peuples, et qu'il n'existe pas ailleurs de république plus heureuse. L'Utopien est preste et nerveux. Sans être de petite taille, il est plus vigoureux qu'il ne le paraît extérieurement. L'île n'est pas d'une égale fertilité en tout lieu. L'air n'y est pas partout également pur et salubre. Les habitants combattent par la tempérance les influences funestes de l'atmosphère. Ils corrigent le sol au moyen d'une excellente culture, en sorte que nulle autre part on ne vit jamais de plus riche bétail, ni de plus abondante récolte. Nulle autre part la vie de l'homme n'est plus longue et les maladies moins nombreuses. Non seulement les citoyens agriculteurs exécutent avec une grande perfection les travaux qui fertilisent une terre naturellement ingrate, mais le peuple en masse est employé quelquefois à déraciner des forêts, mal situées, pour la commodité du transport, puis à en planter de nouvelles près de la mer, des fleuves ou des villes. Car de tous les produits du sol, le bois est le plus difficile à transporter par terre. Le peuple utopien est spirituel, aimable, industrieux, aimant le loisir, et néanmoins patient au travail, quand le travail est nécessaire. Sa passion favorite est l'exercice et le développement de l'esprit. Pendant notre séjour dans l'île, nous avions dit aux habitants quelques mots des lettres et des sciences de la Grèce. C'était chose vraiment curieuse à voir que l'empressement avec lequel ces bons insulaires nous suppliaient de leur interpréter des auteurs grecs. Nous ne leur avions pas parlé des latins, pensant qu'ils n'estimeraient parmi ces derniers que les historiens et les poètes. Enfin, il nous fallut céder à leurs prières, et, je vous l'avouerai, ce fut de notre part un acte de pure complaisance, dont nous n'espérions pas tirer grand fruit. Mais après quelques leçons, nous eûmes lieu de nous féliciter du succès de notre entreprise, du zèle et des progrès de nos élèves. Nous étions émerveillés de leur facilité à copier la forme des lettres, de la netteté de leur prononciation, de la promptitude de leur mémoire, et de la fidélité de leur traduction. Il est vrai que la plupart de ceux qui s'étaient livrés d'abord spontanément à cette étude, avec une si belle ardeur, y furent obligés depuis par un décret du Sénat. Ceux-là étaient les savants les plus distingués de la classe des lettrés, et des hommes d'un âge mûr. Aussi, en moins de 3 ans, il n'y avait rien dans les ouvrages des bons auteurs qu'ils ne comprissent parfaitement à la lecture, à part les difficultés provenant des erreurs typographiques. Mais t'avises que cette grande facilité, avec laquelle ils apprirent le grec, prouve que cette langue ne leur était pas tout à fait étrangère. Je les crois grecs d'origine,
et quoique leur idiome se rapproche beaucoup du persan, l'on trouve dans les noms de leurs villes et de leur magistrature quelques traces de la langue grecque. Lors de mon 4e voyage en Utopie, au lieu de marchandises, j'avais embarqué une assez jolie pacotille de livres, bien résolu que j'étais de revenir en Europe le plus tard possible. En quittant les Utopiens, je leur laissai ma bibliothèque. Ils eurent ainsi de moi presque toutes les œuvres de Platon, un grand nombre de celles d'Aristote, et le livre de Théophraste, sur les plantes, livre déchiré en plusieurs endroits, ce que je regrette infiniment. Pendant la traversée, je l'avais laissé à l'abandon. Malheureusement, un singe le trouva, et le drôle prit plaisir à en arracher çà et là les feuillets. De tous les grammairiens, je ne pus donner à nos insulaires que le seul Lascaris, car je n'avais pas apporté Théodore. En fait de dictionnaire, ils ont Hesychius et Dioscoride. Plutarque est leur auteur favori. L'enjouement et les grâces de Lucien les enchantent. Parmi les poètes, ils possèdent Aristophane, Homère, Euripide et le Sophocle d'Aldus, en petits caractères. En fait d'historiens, je leur laissais Thucydide, Hérodote et Hérodien. En médecine, ils ont quelques ouvrages d'Hippocrate et le Microtechné de Galien, que mon compagnon de voyage, Tricius Apinas, avait apporté avec lui. Ces 2 derniers livres sont chez eux en grande estime. Car s'il n'y a pas de pays où la médecine soit moins nécessaire qu'en Utopie, il n'y en a pas où elle soit plus honorée. Les utopiens la mettent au rang des parties les plus utiles et les plus nobles de la philosophie naturelle. Le médecin, disent-ils, qui s'applique à pénétrer les mystères de la vie, non seulement puise dans cette étude d'admirables jouissances, mais encore il se rend agréable au divin ouvrier, auteur de la vie. Dans les idées utopiennes, le Créateur, ainsi que les ouvriers de la terre, expose sa machine du monde au regard de l'homme, seul être capable de comprendre cette belle immensité. Dieu voit avec amour celui qui admire ce grand œuvre, et cherche à en découvrir les ressorts et les lois. Il regarde avec pitié celui qui demeure froid et stupide à ce merveilleux spectacle, comme une bête sans âme. On concevra maintenant que les utopiens, dont l'esprit est cultivé sans cesse par l'étude des sciences et des lettres, soient doués d'une aptitude remarquable pour les arts et les inventions utiles au bien-être de la vie. Ils nous doivent l'imprimerie et la fabrication du papier. Mais en cela leur génie leur servit autant que nos leçons, car nous ne connaissions bien à fond aucun de ces 2 arts. Nous ne fîmes donc que leur montrer les impressions d'Aldus, leur parlant en termes vagues de la matière employée à la fabrication du papier, et des procédés de l'imprimerie. Bientôt ils devinèrent ce que nous leur avions seulement indiqué. Avant, ils écrivaient sur des peaux, des écorces, des feuilles de papyrus. Ils essayèrent bien vite de faire du papier et d'imprimer. Ces premières tentatives furent stériles, mais à force d'expériences 1000 fois répétées, ils parvinrent à obtenir un succès complet. Et s'ils avaient en main tous les manuscrits grecs, ils pourraient en tirer de nombreuses éditions. Ils ne possèdent aujourd'hui d'autres livres que ceux que je leur ai laissés, mais ces livres, ils les ont déjà multipliés par milliers d'exemplaires. L'étranger qui aborde en utopie y est parfaitement reçu, s'il se recommande par un mérite réel, ou si de longs voyages lui donnent une science exacte des hommes et des choses. C'est à ce dernier titre que nous devons d'avoir été les bienvenus dans ce pays, où l'on est excessivement curieux de savoir ce qui se passe au dehors. Le commerce y attire peu de monde, car, à l'exception du fer, que porter en utopie? De l'or et de l'argent? Mais on serait certainement obligé de remporter l'un et l'autre. Quant au commerce d'exportation, les utopiens le font eux-mêmes, et en cela ils ont en vue 2 objets. D'abord, se tenir au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur, puis entretenir et perfectionner leur navigation. Fin de la 2e partie, dit par Émile Verlerme. À suivre dans la 3e partie, des esclaves, de la guerre, de la religion.